Bonjour, je suis Adel Qdidi, enseignant de programmation Java à l'IZ Sharqiya, programmation objet avec Java, d'accord? Alors dans cette vidéo, on va parler de l'héritage. C'est quoi l'héritage? Alors la meilleure façon de traiter le sujet, c'est d'essayer de travailler directement sur un exemple et je vais vous montrer l'importance, l'utilité et aussi on va essayer de découvrir ensemble quelle est la règle ou la méthode ou l'approche qu'il faut utiliser pour déterminer par la suite dans quelle situation on va utiliser l'héritage, dans quelle autre situation on se dit non, il n'y a pas vraiment besoin de l'héritage. Donc il y a peut-être une règle à utiliser ou il y a une démarche à respecter pour pouvoir déterminer est-ce qu'il y a vraiment une relation d'héritage entre une classe et une autre. Donc on a notre environnement de développement Eclipse, d'accord? On a le projet Proj 1 par exemple, le package pack 1. On va à ce niveau-là essayer de créer tout d'abord une classe qu'on va appeler personne. Donc rapidement, on va essayer de créer cette classe qui s'appelle personne. OK. Et on va mettre un certain nombre d'attributs dans cette classe. Vous allez voir maintenant, voilà ce qui est généré automatiquement dans cette classe. Donc juste le nom de package, le nom de la classe, etc. Par la suite, on va essayer de prévoir quelques attributs. Je prendrai par exemple, d'accord, public string nom. D'accord, on va essayer de créer le nom, le prénom, public string prénom. OK. Juste deux attributs comme ça rapidement. On peut aussi prévoir des constructeurs, un constructeur sans argument, d'accord, un deuxième constructeur personne avec tous les arguments, c'est-à-dire on a string nom, virgule, string prénom, ok, et je vais mettre donc this point, point nom égale nom, ok, this point prénom égale prénom. Je rappelle que this c'est un mot-clé Java qui fait référence à l'objet courant, d'accord? Donc on est obligé de l'utiliser chaque fois que le nom de votre paramètre ou argument coïncide avec le nom de l'attribut. Donc si tu vas mettre ici nom égale à nom, ça va être interprété, c'est par rapport au nom du paramètre qui est défini ici, d'accord? Par contre, lorsque tu mets this.nom, donc ce nom-là, c'est l'attribut que tu as déclaré au niveau de la classe. Donc this.nom, ça fait référence à l'attribut. Nom tout court, ça fait référence à votre paramètre ici au argument qui s'appelle nom. Si c'était appelé peut-être n et p, à ce moment-là, on pourra écrire nom égale n, prénom égale p sans aucun problème. Donc il n'y a pas le nom, c'est l'attribut et le n, c'est le paramètre. Donc on n'a pas de confusion. D'accord? Supposons aussi, on a une petite méthode qui s'appelle affiche, par exemple. On va voir son utilité par la suite. D'accord? Affiche. Alors, qui va juste afficher un petit message system.out.println.
je suis une personne de nom plus l'attribut nom plus et de prénom plus l'attribut prénom. D'accord? Alors voyons qu'est-ce qu'on a fait comme erreur. À ce niveau-là, il y a Yumi qui manque. On a plus l'attribut nom, plus le message et le prénom. Et à la fin, on a le nom de l'attribut qu'on a appelé prénom. Ok? Donc on a deux attributs. On a le constructeur personne, deuxième constructeur avec les deux arguments nom, prénom. Et on a une méthode qui s'appelle affiche. Ok? Alors si on nous demande de développer également une classe qui s'appelle étudiant, supposons dans une application ou dans un travail quelconque, dans un exercice ou autre, donc on vous demande de développer une classe étudiant, d'accord? On va ici au niveau du package pack 1, on va dire new class et étudiant, on va préciser étudiant, finish, d'accord, voici la classe étudiant. Alors supposons au niveau de cette classe-là, on vous dit que l'étudiant est composé de, comme attribut, on a le nom, le prénom et la moyenne. Et on veut développer aussi également une méthode d'affichage qui affiche le nom, le prénom et la moyenne. On souhaite aussi bien sûr prévoir la possibilité de créer des objets étudiants et donc on doit prévoir les constructeurs nécessaires. Alors, au lieu de réécrire encore une fois tous les attributs, c'est-à-dire le nom, le prénom, et probablement on a un certain nombre d'autres attributs. Dans d'autres cas, tu peux avoir même une liste d'une dizaine ou de vingtaine d'attributs que tu as déjà définis. Donc au niveau de la classe étudiant, ce n'est pas du tout intéressant de redéfinir, de recréer tous les attributs qu'on a définis dans la classe personne, sachant qu'un étudiant est une personne. Donc soit on vous dit clairement comme ça au niveau de l'étude de cas que vous avez, au niveau de l'application, ou chaque fois que vous avez une classe qui est un cas particulier d'une autre. Donc vous pouvez à ce moment utiliser le concept d'héritage. Vous dites, puisque un étudiant est une personne, donc je peux profiter de l'héritage, je peux déclarer que l'étudiant extends personne. Et comme ça, je peux profiter de l'utilisation de tous les attributs et de toutes les méthodes qui ont été déclarées dans personne sans être obligé de les redéfinir dans la classe étudiant. Donc c'est ça l'avantage de l'héritage. Mais là, on doit préciser ça avec le mot extends. Donc je mets public class étudiant, extends, personne, d'accord? Et dans ce cas, je ne répète que, je ne déclare que public double, moi par exemple, moyenne de l'étudiant, moi étude, moyenne de l'étudiant. Je définis les constructeurs, donc public étudiant, d'accord, constructeur sans argument. Un deuxième constructeur mais là, je dois définir avec tous les arguments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec le nom,
le prénom et la moyenne. D'accord? Oui, étude. OK. Et là, il faut préciser quelque chose. C'est au niveau de l'héritage, il y a ce qu'on appelle le chaînage de constructeurs. Il y a un concept qu'on peut appeler comme ça, le chaînage de constructeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous créez un étudiant, alors forcément, puisque l'étudiant est une personne, donc le fait de créer un objet étudiant revient nécessairement à prévoir aussi la création des attributs de la personne. Donc, systématiquement, alors soit vous devez vous-même indiquer ou bien préciser à quel constructeur vous souhaitez, parce que obligatoirement il va essayer d'exécuter le constructeur de la classe mère. D'accord? Puisque étudiant extends personne, chaque fois que vous avez un constructeur, implicitement il va appeler le constructeur de sa classe mère avec le mot-clé super. D'accord? Donc ici, même dans le constructeur sans argument, là, même si on ne l'a pas mis, mais implicitement, c'est comme si on a mis super comme ça. D'accord? Donc pour chaque constructeur, lorsqu'il s'agit d'un cas d'héritage, votre sous-classe ou bien le constructeur de votre sous-classe, il va essayer automatiquement de faire appel au constructeur de la classe mère. Et là, le constructeur de la classe mère aussi va essayer de faire appel au constructeur de sa classe mère jusqu'à arriver à la classe mère principale qui s'appelle Object. Il faut savoir que la classe Object, c'est la classe mère de toutes les classes. D'accord? Donc c'est la racine en quelque sorte de toutes les classes. Donc là, si vous oubliez de préciser quel constructeur vous souhaitez appeler, donc Java est obligé de faire un appel avec super. Donc si jamais vous n'avez pas le constructeur sans argument dans la classe mère, donc ça va générer une erreur. OK? Donc je vais vous montrer un exemple d'erreur qui pourrait être généré. Alors supposons qu'on ne dispose pas de cette classe, de cette constructeur sans argument. Okay. Supposons qu'on ne l'a pas développé. On a le droit de développer un seul constructeur et qui est avec les deux arguments. Alors si, il faut enregistrer ici tout d'abord, CTRL S. Ensuite, si on essaie d'aller vers étudiant, vous voyez les erreurs ici, il y a automatiquement, même si on n'a pas précisé explicitement, je vais l'enlever, d'accord? Vous voyez ici une erreur qui s'affiche au niveau du premier constructeur et du deuxième. C'est quoi cette erreur? Vous voyez ici affiché implicit superconstructor person is undefined, c'est-à-dire il y a le constructeur personne sans argument implicite qui n'a pas été défini. Must explicitly invoke another constructor. Donc, same thing here. Implicit superconstructor person is undefined. Must explicitly invoke another constructor. Donc, c'est pour cela il faut être sûr que dans les sous-classes qu'on développe, il faut faire attention. Dans chaque constructeur, on doit veiller à faire un appel au constructeur de la classe mère. Si vous avez plusieurs constructeurs dans la classe mère, essayez de choisir quel constructeur vous voulez invoquer et il faut D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'appeler le constructeur sans argument, mais il faut appeler un constructeur parmi les constructeurs développés dans la classe mère. Ok? Donc je peux invoquer
ce constructeur-là, personne, hein, d'accord, mais sinon je peux aussi invoquer celui-là. Je vais enlever les commentaires que j'ai mis tout à l'heure. Je sauvegarde. Je vais revenir au niveau de étudiant. Il n'y a plus d'erreur ici parce que s'il a fait un appel super, donc il va retrouver le constructeur sans argument ici, même s'il contient rien, il n'y a pas de problème. Et là aussi, le constructeur à ce niveau, il va retrouver aussi l'appel du constructeur sans argument. Mais au niveau de ce cas-là, je souhaite par exemple appeler le constructeur, le deuxième constructeur, c'est-à-dire qui possède deux arguments, le nom et le prénom. Donc qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire super de nom, virgule prénom. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes en train de dire, je veux créer un objet étudiant, et pour cela, je veux tout d'abord créer le nom et prénom au niveau de personnes, c'est-à-dire initialiser initialiser les attributs nom et prénom au niveau personne, et ensuite je termine avec l'attribut moi étude, donc je dirais this.moi étude, d'accord, égale moi étude. Voilà. Donc c'est comme si je suis en train d'appeler, de profiter du constructeur de la classe personne, puisque on a dit un étudiant est une personne. Donc c'est comme si, essayons tout d'abord de créer l'étudiant en tant que personne tout d'abord, et ensuite on termine ça avec l'affectation, ou bien l'initialisation de l'attribut moyenne de l'étudiant. D'accord? Donc il ne faut pas oublier cette contrainte de chaînage de constructeur au niveau de l'héritage qu'il faut préciser. Autre chose, supposons on va développer une méthode d'affichage. Alors normalement, vous souhaitez peut-être dire je vais faire affiche étude par exemple, une méthode qui va servir à afficher les données de l'étudiant. Alors il faut savoir que vous avez déjà une méthode affiche au niveau de la classe personne. Comment on peut l'exploiter? D'accord? Il suffit d'appeler directement affiche comme ça et tu peux l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous l'avez hérité. Comme vous avez hérité les attributs nom et prénom, vous avez aussi hérité le constructeur personne, deuxième constructeur, la méthode affiche, etc. Donc vous avez le plein droit de l'appeler, de l'utiliser directement, et ensuite vous continuez à afficher, si vous voulez, le reste des informations que vous avez dans votre classe, c'est-à-dire on affiche donc la moyenne de l'étudiant, je dirais avec une moyenne, donc je dirais étudiant avec une moyenne de 2 points et je mettrai plus un moins étude. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une solution. Ok, bien sûr, pour tester ça, il suffit de mettre la méthode principale, public static void main, ok, string Alex. D'accord, ça c'est la méthode principale. Tu peux maintenant créer un étudiant. Je dirais E1 égale new
étudiant de, alors, Ayedi, virgule, Ahmed, virgule, moyenne 12.35. D'accord, ça c'est une création d'un objet. Et ensuite, vous souhaitez afficher, donc vous dites 1.affiche étude. D'accord. Donc si on essaie d'exécuter ce code-là, il va tout d'abord créer un objet qui s'appelle E1 avec Ayed Ahmed 1235. Il va ensuite essayer d'appeler la méthode affiche étude qui va essayer d'afficher ça. Donc si on va exécuter, on va voir qu'est-ce que ça va nous afficher. Voilà, je suis une personne de nom Ayed et de prénom Ayed, étudiant avec une moyenne 12,35. Vous voyez là le nom et le prénom même. Peut-être il faut voir pourquoi il a affiché ça. Donc c'est une petite erreur d'affichage, certainement au niveau de la méthode. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on a fait? This.nom égale non, this.prénom égale non, alors que normalement on aurait dû mettre prénom. This.prénom égale prénom pour affecter le nom dans l'attribut nom, le prénom. Tout à l'heure, c'était la même chose a été affectée aussi bien au nom qu'au prénom. D'accord? J'enregistre ça, je réexécute. Vous allez voir que voilà, on a corrigé ça à Yedi, de prénom Imet et avec une moyenne de 12,35. D'accord? Alors maintenant, ça, c'est une façon de procéder. On a développé une autre méthode qui s'appelle affiche étude et on a exploité ce qu'on a déjà développé. On a fait l'appel de affiche et on a ajouté ce qui manque, etc. Il y a un autre concept qui s'appelle la redéfinition. C'est quoi ce concept de redéfinition? En fait, il s'agit de redéfinir une même méthode qui a été définie dans la classe mère. Dans ce cas, on prendra l'exemple de affiche. Vous avez une méthode qui a été définie dans une classe mère. Vous pouvez prendre cette même méthode et donner à cette méthode une nouvelle fonctionnalité. Donc je prends la même chose, affiche, d'accord, la même signature, et je commence à écrire du code, une nouvelle fonctionnalité. D'ailleurs, vous remarquez l'affichage de votre triangle vert qui indique qu'il s'agit d'une redéfinition. Overrides pack1.person.affiche. D'accord? Donc, overrides ou bien overriding, c'est la redéfinition. Overloads ou bien overloading, c'est l'opération de surcharge. Donc, l'opération de surcharge, c'est le fait de développer le même constructeur ou bien la même méthode dans la même classe avec une signature différente, alors que la redéfinition, il s'agit de redéfinir une méthode qui se trouve dans la classe mère, on la redéfinit dans la sous-classe tout en ayant la même signature, mais son contenu, son code est différent pour donner une nouvelle fonctionnalité. Et là, l'exemple qu'on a pris ici, donc l'alternative de ce qu'on a fait tout à l'heure, on peut mettre public void affiche, et là, je peux donc prendre le contenu, ce qu'on a écrit ici, je peux prendre tout ça et je peux le copier à ce niveau. Et je peux même mettre ici, je suis, au lieu d'une personne, de nom, etc. Et ensuite j'affiche étudiant, directement je peux changer cet affichage en disant je suis un étudiant. D'accord?
de nom et de prénom et j'ajoute plus de moyenne, de points et je fais plus moins étude. D'accord, dans la même ligne j'écris tout ça. Donc voilà, et je n'ai plus besoin de affiche étude. Donc là, il suffit de mettre un point affiche. D'accord. Alors l'avantage ici, c'est que je peux créer, comme j'écris étudiant, je vais créer la personne, une personne E2 par exemple. Je vais mettre personne E2, donc new personne, d'accord, avec, je dirais, Slimy Adel, d'accord. Donc il n'y a pas de moyenne pour une personne, il n'y a que le nom et prénom. Donc voilà. Et ensuite, je peux mettre E2.affiche. D'accord. Donc E1, donc vous êtes en train d'utiliser la même méthode affiche, mais une fois appelée par rapport à E1 qui est un étudiant, l'autre fois affiche appelée par rapport à E2 qui est une personne. Donc dans le premier cas, il va vous afficher je suis un étudiant, Ayed, I2, le prénom Ahmed, etc. Moyenne 12,35. La deuxième fois ou le deuxième type d'affichage avec E2.affiche, ça va vous afficher je suis une personne de nom, c'est limite de prénom Adel. Donc c'est ça la redéfinition, c'est-à-dire la méthode va être exécutée. Donc puisqu'il y a le même nom, donc une fois c'est toujours par rapport à l'objet E1 ou bien E2, E3, c'est de quel type. Donc selon le type, selon la classe, elle est appelée par rapport à cette classe-là. Donc on va sauvegarder et on va exécuter et voir qu'est-ce que ça va nous donner. Voilà. Dans le premier cas, je suis un étudiant de nom Ayed et de prénom Ahmed, etc. Dans le deuxième cas, d'accord. Donc, et là, c'est une méthode nettement meilleure que la première façon de procéder. D'accord, puisque vous pouvez garder toujours le même appel du même nom de méthode, mais chaque fois elle est appelée par rapport à un objet. Donc on peut avoir aussi pour comme sous-classe par rapport à étudiant, par exemple étudiant licence ou bien étudiant master, etc. Donc il y aura toujours une méthode qui s'appelle affiche, mais chaque fois elle est définie d'une façon différente. D'accord. Bien sûr, c'est possible aussi d'appeler des attributs ou bien des méthodes se trouvant dans la classe mère en mettant super point le nom de méthode. D'accord. Tu peux ici mettre super point soit le nom d'attribut, soit le nom d'accord. Donc au niveau d'une méthode, par exemple, là où la méthode affiche ou n'importe une méthode d'instance, tu peux mettre par exemple super point, voilà, point affiche, point nom, point tout ce que vous voulez. Donc tu peux exploiter l'appel de tout attribut ou toute méthode se trouvant dans la classe mère en mettant super point. Il se trouve parfois on a le même nom d'attribut ou bien le même nom de méthode. Si je souhaite préciser exactement qu'il s'agit du même nom d'attribut mais qui se trouve dans la classe mère, je dois préciser avec super point et le nom de l'attribut. D'accord. Mais toujours, je vous conseille de garder la règle qu'il faut utiliser pour décider est-ce qu'il y a un héritage ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la classe A est un cas particulier de la classe B
D'accord? À ce moment, on, on décide et on peut utiliser l'héritage. On dira que la classe A hérite de la classe B. Donc je vous donne un autre exemple. Si jamais on a une classe qui s'appelle par exemple disque dur, avec des caractéristiques de disque dur, de numéros, de type, catégorie et tout. Et ensuite, on nous a demandé de développer une classe qui s'appelle PC, hein, ordinateur ou bien PC. Une classe PC avec un numéro de série, type de processeur, carte graphique, etc. La question qui se pose ici, est-ce qu'il y a une relation d'héritage entre PC et disque dur? Bien entre disque dur et PC. Eh bien, la réponse est non. Malgré qu'il y a un lien entre les deux classes, mais ce n'est pas un lien d'héritage. Pourquoi? Parce que tout simplement, ni le disque dur est un cas particulier de PC, ni le PC est un cas particulier de disque dur. Donc à partir de cette règle-là, on peut décider tout de suite qu'il n'y a pas une relation d'héritage. Il y a plutôt une relation de composants, oui, c'est-à-dire la classe PC est composée par des éléments, des attributs. Parmi ces attributs-là ou ces éléments, il y a le disque dur, oui, mais ce n'est pas une relation d'héritage. D'accord? Par contre, entre la classe employé, par exemple, et la classe technicien, on peut envisager une relation d'héritage. Pourquoi? Parce qu'un technicien est un cas particulier d'employé. D'accord? Un ouvrier est un cas particulier d'employé. Donc on peut mettre par exemple classe ouvrier extens employé ou bien classe technicien extens employé. Mais mettre classe disque dur extens PC, c'est faux, c'est pas du tout correct, ou bien l'inverse, classe PC extens disque dur, c'est n'importe quoi, donc ça, c'est pas une relation d'héritage. D'accord? Voilà, donc ça c'est une introduction au concept d'héritage. J'espère que j'étais clair. Voilà, avec plus d'exercices, plus d'applications, j'espère que vous allez maîtriser ce concept. Merci, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.